Bienvenue au rendez-vous tech d'Audiophile du vendredi 9 février 2024. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. J'espère que vous avez eu une belle semaine, mes chers auditeurs et auditrices, que d'ailleurs, je salue l'auditrice Mélodie Mello qui m'envoie des petits messages parfois sur la chaîne YouTube. Merci Mélodie de ton support moral sur mes balbutiements informatiques et ceux qui me connaissent savent que parfois j'aime ça débrancher des choses, des fils, puis pouvoir les rebrancher peut-être d'une autre façon. Pas parce que j'étais pas content de la première façon, mais ça me permet d'explorer, de faire de nouvelles découvertes, puis tout ça. C'est ce que j'ai aimé de ma carrière en informatique, c'est le côté découverte, d'apprendre des nouvelles choses, d'essayer des nouvelles choses et d'optimiser les bidules, comme on dit. Je continue cette semaine aussi dans mes balbutiements informatiques. J'en ai ample sur ma planche à dessin. Mais bon, allez, on commence tout de suite avec la première actualité. Bon épisode! Windows 10, attention, il y a des mises à jour récentes qui rendent certains logiciels inutilisables. Si vous avez un PC sous Windows 10 qui date un peu, vous risquez de rencontrer des difficultés à lancer certaines applications. C'est ce que rapportent de très nombreuses personnes sur les forums officiels de Microsoft dans un fil de discussion qui compte déjà 31 pages. Le problème se manifeste par un message d'erreur qui indique « File System Error ». Je ne vous donnerai pas le numéro, c'est assez long. Lorsqu'on essaie d'ouvrir un logiciel, le phénomène concernerait principalement les applications intégrées à Windows 10 comme photos, calculatrice, film, TV, feedback hub, que je ne connais pas, visionneuse 3D, etc. Tout a commencé par un utilisateur qui affirmait ne pas pouvoir ouvrir une photo avec l'application photo qui affichait l'erreur mentionnée. Le numéro d'erreur est dans l'article, si vous voulez le voir. Par la suite, d'autres personnes ont signalé le même problème avec d'autres applications Windows, et en se demandant comment il était possible de ne pas pouvoir faire fonctionner une simple calculatrice. Mais Microsoft n'a pas encore reconnu officiellement l'existence d'un bug ou d'une erreur généralisée. À supposer qu'il s'agit d'un bug. Donc, nous devons attendre que la société se prononce sur la situation. En attendant, les utilisateurs ont décidé de creuser le problème et de mener leur propre enquête. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Selon le site de Register, une théorie est que les récentes mises à jour des applications reposeraient sur des instructions que les processeurs plus anciens ne supportent pas. Oh là là! En effet, beaucoup des utilisateurs affectés utilisent du matériel ancien datant de l'époque pré-Intel Core, avec des processeurs obsolètes du Core 2 Duo, du AMD Athlon, etc. Une autre hypothèse est que on ferait face à une simple et involontaire erreur de développement qui aurait rendu le matériel dépassé, incapable de faire tourner les dernières versions des applications Windows 10. Alors, si vous avez un PC sous Windows 10 qui fonctionne avec du matériel dont le meilleur moment remonte à l'époque de Windows Vista, Windows 1, je ne sais pas si vous avez connu ça, Windows 3, peut-être qu'il est juste judicieux de mettre en pause les mises à jour automatiques et d'attendre que la situation se clarifie. iFixit dévoile une des raisons du prix élevé du Apple Vision Pro. Le Vision Pro d'Apple, qui est très beau, il fait parler de lui, et pas qu'un peu. Avec un prix qui dépasse les 3000 $ américains, j'imagine, ce casque de réalité mixte a su captiver l'attention aussi bien pour son innovation que pour sa facture assez salée. iFixit plutôt célèbre pour ses démontages d'appareils tech, s'est attelé à la tâche de révéler les entrailles du Vision Pro. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'aventure s'annonce riche en découvertes. iFixit a commencé par annoncer que le démontage du Vision Pro serait si complexe qu'une seule vidéo ne suffirait pas. Cela nous donne une idée de la densité technique de l'appareil. Le casque s'est avéré être un véritable casse-tête à démonter. Il pose des défis pour accéder à certains composants sans causer de dommages.
Vous allez voir dans l'article, il y a une vidéo ou plusieurs vidéos. D'abord, retirer la vitre avant sans briser quoi que ce soit a été une opération délicate, nécessitant de la chaleur et beaucoup de patience. L'écran EyeSight qui affiche les yeux de l'utilisateur a été pointé comme un possible talon d'Achille pour ce qui est de la réparabilité. iFixit a toutefois trouvé des points positifs, notamment la facilité de remplacement de certains composants comme les haut-parleurs et la batterie. Le détail du démontage offre un aperçu des innovations d'Apple, du système de réglage automatique, du dégagement oculaire à la superposition complexe des écrans et du matériel, sans oublier l'éventail des capteurs embarqués. Malgré ces avancées, le Vision Pro montre aussi ses limites, comme son poids et sa batterie externe. Je pense que sur la batterie externe, ça dure quelques heures. Le cœur du Vision Pro est une puce M2, un processeur SoC ARM avec un 8 cœurs et un GPU à 10 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs. Bref, c'est une grosse machine. Avec 16 gigaoctets de mémoire unifiée et jusqu'à 1 téraoctet de stockage, le casque est une bête de course. Sans oublier la nouvelle puce R1, orchestrant les données des 12 caméras, 5 capteurs et 6 microphones quand même. Apple n'a pas lésiné sur le confort en intégrant les matériaux souples et agréables au toucher, à l'image du Solo Knitband. L'idée de faire oublier au porteur qu'il a un casque sur la tête. Vous irez voir, il y a quelques vidéos dans l'article, mais aussi si vous connaissez Casey Neistat, c'est un YouTuber. Faites une recherche, Casey Neistat et Visio Pro. Il s'est promené dans la ville de New York avec un casque de Apple. C'est assez futuriste, disons. L'iPhone pliable approche. Ça parle de 2026 ou 2027. J'ai vu plusieurs articles cette semaine sur ce sujet. Parmi les projets de longue date d'Apple, on retrouve forcément son Apple Car. Mais il ne faut pas oublier le fameux iPhone pliable qui fait régulièrement parler de lui. Selon The Elect, ce smartphone est plus proche que jamais avec un lancement prévu en 2026 ou 2027. Possiblement prévu. Selon le média coréen, la firme de Cupertino prévoit un iPhone pliable avec un écran d'une taille comprise entre 7 et 8 pouces. Il s'agira du premier appareil de la firme de Cupertino à posséder un tel format. Pour le moment, Samsung domine le secteur avec son récent Galaxy Z Fold 5. Mais ne sautons pas trop vite à la conclusion d'un iPhone pliable en préparation. The Elect précise qu'il peut également s'agir d'un écran destiné à une tablette qui remplacerait l'iPad mini. Même si, admettons-le, un tel modèle doté d'un écran entre 7 et 8 pouces n'a que peu de sens. Sans oublier que l'entreprise prévoit le lancement d'un iPad mini doté d'une dalle OLED, d'un écran OLED pour 2026. Alors pourquoi Apple lancerait une nouvelle tablette dès 2027? En termes de timing, ça ne colle pas. Même si bien évidemment, il faudra attendre confirmation d'Apple pour en savoir plus. Ou pas. LG et Samsung seraient à la production des écrans pliables de cet hypothétique iPhone pliable. L'an dernier, les sociétés auraient fourni à Apple avec des dalles d'une taille entre 6 et 7 pouces. Ce n'est pas tout puisque les entreprises commenceraient à produire des panneaux OLED pour les prochains iPad Pro de 11 et 13 pouces. Car oui, Apple a beau être en concurrence avec Samsung, le savoir-faire du constructeur en termes d'écran est vital. L'entreprise coréenne est régulièrement saluée pour la qualité de ses écrans. Le nouveau Galaxy S24 Ultra ne déroge pas à la règle. Celle de ses smartphones pliables impressionne également. Android 15 est l'une de ses plus grosses nouveautés. En juillet 2022, le Bluetooth SIG
qui gère les normes de Bluetooth, a annoncé une importante mise à jour appelée Bluetooth LE Audio. Celle-ci inclut de nombreuses améliorations de la qualité des performances, ainsi que la fonctionnalité Auracast. En résumé, Auracast permet à un appareil émetteur comme un téléphone intelligent de diffuser un flux audio qui peut être reçu par plusieurs appareils récepteurs, des casques ou des écouteurs. Génial! Par exemple, Auracast est utile si vous êtes dans un bus avec des amis et que vous voulez tous écouter la même musique sur vos casques et écouteurs respectifs. D'après l'article d'Android Authority, rédigé par Mishaal Rahman, la prise en charge d'Auracast devrait faire partie des principales nouveautés mises en avant par Google sur Android 15. Rahman a en effet découvert des éléments de code qui suggèrent que Google développe une nouvelle page sur Android qui sera dédiée à la gestion des diffusions audio via Auracast. Le développeur aurait réussi à activer la future interface développée par Google. Et en substance, celle-ci inclut un bouton pour activer ou désactiver le partage de l'audio du téléphone. Sinon, la connexion à un flux audio se ferait via un code QR que l'utilisateur Android pourra partager avec ses amis, quand même. Mais il est important de noter que pour profiter de cette nouveauté, il faudra aussi utiliser un accessoire compatible avec la nouvelle norme Bluetooth. Évidemment, pour le moment, ces informations sont à considérer avec prudence, en attendant les annonces officielles de Google. Néanmoins, l'attente ne devrait plus être longue. En effet, Google a l'habitude de lancer les versions preview. C'est des versions test pour les développeurs très tôt dans l'année pour ces nouveaux systèmes d'exploitation. Par exemple, en 2023, Google a lancé la première version preview d'Android 14 au mois de février, alors que la version finale de l'OS n'est arrivée qu'au mois d'octobre. Si la firme ne rompt pas avec ses traditions, la preview d'Android 15 pourrait donc sortir dans quelques jours. Comment retirer la mention « Vue » sur les discussions Instagram? Hein? Il y a plusieurs astuces bien pratiques sur Instagram pour améliorer son confort d'utilisation. Une fonctionnalité pas toujours connue du grand public mérite un meilleur coup d'éclairage, car elle améliore un peu plus votre discrétion sur l'application. En effet, elle a le mérite d'enlever la mention « Vue » sur Instagram. Le retrait de la confirmation de lecture est une option appréciable pour ne pas avoir à rendre des comptes à un contact, en évitant de lui signaler si vous avez lu son message et quand, surtout quand, hein? Ça peut arriver des délais. Pratique pour ghoster quelqu'un. D'autres messageries incluent cette fonction de Facebook Messenger, WhatsApp ou encore Google Messages. La solution retenue par Instagram n'est absolument pas commode. Le paramètre n'est pas aisément accessible. Il ne faut pas fouiller les réglages généraux de l'application, mais explorer les options de chaque conversation ou chat. Et c'est là l'autre défaut, l'absence d'un bouton qui désactiverait globalement cette confirmation de lecture. Instagram gagnerait beaucoup à fournir un interrupteur général dans ses options au lieu de créer un interrupteur spécifique par conversation. Il ne s'agit pas de remettre en cause cette granularité qui peut être utile pour piloter finement sa liste de contacts. Cependant, cela donnerait une alternative à quiconque ne désire pas tout passer en revue. Alors, sous Android et iOS, vous lancez l'application Instagram. Vous affichez le profil du contact pour lequel vous voulez enlever la confirmation de lecture. Vous appuyez sur le bouton « Écrire » du profil, cliquez sur le pseudonyme en haut de l'écran, allez dans « Confidentialité et sécurité », décochez l'option « Confirmation de lecture », retournez ensuite dans la conversation et répétez l'opération pour chaque conversation concernée. Si vous choisissez cette option, sachez que c'est du donnant-donnant. Si vous cachez votre mention vue, eh bien, vous ne pourrez pas voir celle des autres. Si votre contact cache son accusé de lecture, alors le vôtre ne lui est pas envoyé. Seule exception, les messages éphémères. Cette confirmation de lecture est dans ce cas inamovible. Meta veut utiliser vos données privées pour entraîner son intelligence artificielle. Monsieur Zuckerberg. Monsieur Zuckerberg, que se passe-t-il? In a big bunker. Voilà. Si vous n'avez pas la référence, allez écouter quelques épisodes
Toutes les grandes entreprises ont au moins un projet lié à l'intelligence artificielle. Malheureusement, il est possible que ceux-ci aillent à l'encontre des utilisateurs. Meta, anciennement Facebook, le maître incontesté des réseaux sociaux et du sniffage d'informations, s'est récemment lancé dans plusieurs initiatives. Parmi ses nombreux projets, l'intelligence artificielle commence à prendre de l'ampleur. Il semblerait même que l'un de ces modèles d'IA soit capable de lire les pensées. Oh là là! Zuckerberg a souligné l'énorme quantité de données disponibles sur les plateformes de Meta. C'est le cas notamment sur Facebook et Instagram, les deux réseaux comprenant des milliards d'images et de vidéos publiques, ainsi que des quantités massives de publications textuelles. À ça vient également s'ajouter Threads, le Twitter alternatif de Meta sorti récemment en France. Selon M. Zuckerberg, les données seraient utilisées sans possibilité pour les utilisateurs de signaler un quelconque refus, une approche qui permettrait à Meta de collecter et d'utiliser les informations confidentielles des usagers sans leur consentement explicite. Une philosophie prédatrice qui pourrait bien susciter de vives critiques. En effet, il y a de quoi s'inquiéter. La protection de la vie privée des utilisateurs n'est pas une simple marchandise. La possibilité que des données sensibles telles que des photos de famille ou des messages personnels soient exploitées pour entraîner une IA représente une violation flagrante de la vie privée. De plus, des préoccupations ont été soulevées quant à la possibilité de partialité et de discrimination, un problème qui peut très bien affecter les modèles d'IA entraînés de cette façon. Étant donné la quantité massive de données utilisées, il est peu probable que l'IA fasse un tri convenable. Malheureusement, il est possible que celle-ci finisse par s'imprégner contenu haineux ou explicite. Il faudrait que Meta intègre des mesures de sécurité, sans parler de surveiller son IA comme le lait sur le feu. Cependant, on a vu des dérives régulières de l'intelligence artificielle et il est peu probable que tout se passe comme prévu. Heureusement, des précédents juridiques existent. Ils pourraient bien empêcher Meta de réussir. L'année dernière, Google avait été poursuivi pour avoir utilisé des données en ligne pour former son IA sans le consentement des utilisateurs. Les législateurs, notamment dans l'Union européenne, suivent de près ces développements et pourraient intervenir pour protéger les droits des utilisateurs à la vie privée, en espérant que les mesures prises pour défendre les usagers soient suffisantes pour empêcher Meta Zuckerberg de mettre en marche ses plans. Google Maps, chercher un lieu ne sera plus jamais comme avant. L'intelligence artificielle, et voilà, c'est la clé de tous les problèmes. Oui, cela semble fou ou pas, mais le géant de Mountain View continue d'intégrer l'IA dans tous ses produits. Le dernier en date est Google Maps, avec lequel vous pouvez maintenant converser pour qu'il vous aide à trouver les lieux de manière beaucoup plus personnalisée. Maps utilise désormais le grand modèle de langage LLM de Google pour analyser les informations de plus de 250 millions de lieux et d'informations de la communauté. L'objectif est évidemment de vous donner des suggestions les plus pertinentes possibles sur des endroits qui pourraient vous intéresser. Dans son exemple, Google met en avant une requête pour trouver des activités un jour de pluie. La lecture. Maps partage alors des recommandations sur des lieux abrités, comme des salles de spectacle, des cinémas, et je rajoute tout bâtiment avec un toit. Vous pourrez ensuite continuer la conversation pour obtenir des réponses plus précises. Maps est ainsi en mesure de tenir compte de votre recherche précédente. Dans l'exemple, Google partage cette requête complémentaire et pour les enfants, point d'interrogation. L'application propose ensuite des lieux pour pratiquer des jeux et des sports d'intérieur, accompagnés d'images d'illustrations. Quand même. L'entreprise de Mountain View précise par ailleurs que les résultats seront organisés en catégories et que des carousels de photos et des résumés d'avis sur les lieux vous seront présentés. Vous pourrez évidemment enregistrer l'emplacement de ces lieux et les partager à vos contacts. Ces nouvelles fonctionnalités d'IA générative de Google Maps sont lancées en accès anticipé aux États-Unis dans un premier temps, mais uniquement pour certains guides locaux. Comme toujours avec Google, le tout sera déployé au fur et à mesure. Le futur de Google Maps semble inévitablement lié à l'intelligence artificielle. Mastodon, victime d'une faille critique. Créé en 2016, Mastodon a connu un important gain de popularité à la fin 2022, lorsque M. Elon Musk a racheté Twitter.
44 milliards de dollars, M. Musk, faisant craindre à certains utilisateurs une évolution de la plateforme dans un sens qui ne leur convient pas. L'acquisition a permis à Mastodon d'obtenir 1 million d'utilisateurs supplémentaires. La plateforme en enregistre désormais 12 millions et possède des atouts dont la désormais X.com ne peut se vanter, à commencer par la décentralisation de ses serveurs. Néanmoins, elle est également sujette à d'importantes failles de sécurité. Découverte par un chercheur en cybersécurité, la vulnérabilité CVE-2024-23832, très important, est décrite comme une erreur de validation de l'origine. Elle détient un taux de gravité de 9,4 sur un maximum de 10. Des acteurs malveillants peuvent l'exploiter pour compromettre complètement les serveurs Mastodon, ce qui leur permettrait d'accéder aux informations sensibles des utilisateurs, aux communications et de mettre en place des portes dérobées. Les répercussions peuvent être dramatiques pour les utilisateurs individuels, les communautés et l'intégrité de la plateforme, les faits pouvant aller jusqu'à l'usurpation d'identité. Si Mastodon a déjà publié un correctif, encore faut-il que tous les administrateurs effectuent la mise à jour en temps voulu pour sécuriser les instances contre les risques potentiels. Les serveurs du réseau social sont en effet hébergés et exploités indépendamment, les administrateurs mettant en place leurs propres règles appliquées localement. Pour leur part, les utilisateurs sont impuissants face à cette vulnérabilité. Ils peuvent toutefois s'assurer que les administrateurs du serveur qu'ils exploitent ont bien actualisé le dispositif. Dans le cas contraire, leur compte est susceptible d'être compromis. Consciente de l'ampleur de la faille, Mastodon a alerté les administrateurs via une bannière très visible, les invitant à opérer la mise à jour critique. La plateforme n'a pas encore partagé de détails sur la vulnérabilité, mais prévoit de publier de nouvelles informations à son sujet le 15 février prochain. En juillet dernier, les équipes de Mastodon ont corrigé 2 autres failles qui auraient pu être exploitées pour mener une attaque par déni de service ou l'exécution de code à distance. Vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. Le réseau social Blue Sky est maintenant ouvert à tous. J'ai encore, je pense que j'ai 6 ou 7 codes d'invitation qui ne sont plus valides. Le réseau social Blue Sky ouvre aujourd'hui, hier, grand ses portes. En effet, il n'est plus nécessaire d'obtenir une invitation ou de s'inscrire sur la liste d'attente pour rentrer. Tout le monde peut désormais s'inscrire normalement. Blue Sky, qui a été lancé en version bêta au printemps dernier, compte actuellement un peu plus de 3 millions d'utilisateurs. Mais ce nombre pourrait augmenter rapidement maintenant que les utilisateurs potentiels n'ont plus besoin de code d'invitation pour s'inscrire. C'est un moment important pour le réseau social qui a commencé comme un projet dans le temps de Twitter pour Jack Dorsey, le cofondateur et ex-patron de X. La plateforme se veut décentralisée. Le système est fonctionnement similaire à X et Threads. Ces messages s'inscrivent par défaut dans une chronologie, mais les utilisateurs peuvent également suivre de nombreux autres flux algorithmiques créés par d'autres utilisateurs. Ça, c'est vraiment génial. Bientôt, l'entreprise adoptera une approche similaire en matière de modération de contenu en permettant à des tiers de créer leur propre service d'étiquetage pour le contenu de Blue Sky. Blue Sky reste beaucoup plus petit que la plupart des autres réseaux sociaux. Il ne dispose pas encore d'une fonction de messagerie privée, mais il est devenu le refuge d'un certain nombre d'utilisateurs de Twitter autrefois très en vue. Certaines personnes ont également décidé de migrer dessus à la suite de la prise de contrôle de Twitter par M. Musk. Alors, pour vous inscrire sur Blue Sky, rendez-vous à l'adresse bsky.app, bsky.app. Proton Mail pour Mac et Windows, disponible pour tous les comptes payants. Si vous utilisez les services de Proton, une bonne nouvelle, l'application native Windows et macOS est désormais accessible à tous celles et ceux qui paient pour le service. Que vous soyez inscrit à la formule Plus à 3,99 € par mois ou à la formule Unlimited à 9,99 € par mois, vous pouvez désormais profiter d'une app native qui offre l'accès à votre boîte courriel et à votre agenda Proton. Les 2 versions du logiciel sont disponibles sur le site officiel
officielle de Proton, qui précise d'ailleurs qu'une application Linux devrait arriver en accès anticipé pour les prochaines semaines, quand même. Au programme des améliorations pour cette version bêta, un accès justement facilité à l'agenda Proton, des batchs de notifications et la possibilité de faire de Proton l'appli courriel par défaut sur macOS. Une option similaire arrive pour Windows très bientôt, assure la marque. Les options d'accessibilité ont aussi été revues et améliorées. Mais là où Proton veut frapper fort, c'est en offrant son outil de migration Easy Switch, qui permet de rapatrier tous les infos et ses contacts, les événements courriels depuis Gmail, Outlook et d'autres, directement depuis l'application. Ainsi, vous pourrez en quelques clics migrer toute votre vie numérique vers Proton sans jamais avoir à quitter l'application. L'app native utilise toujours le framework Electron. Par contre, cela veut dire qu'elle agit majoritairement comme une capsule de l'application web et que vos messages ne peuvent pas être consultés hors ligne. Toutes les fonctionnalités du site web, comme la recherche avancée, la planification d'envoi ou la fonction snooze, sont bien de la partie par contre. Et pour celles et ceux qui veulent malgré tout continuer à utiliser un client tiers, eh bien, l'application Proton Bridge est toujours disponible. X va finalement modérer ses contenus. Modérer son créateur, son propriétaire, non, ses contenus. L'entreprise a annoncé hier la création d'une antenne dédiée à la modération, sobrement baptisée le Centre d'excellence pour la sécurité. L'objectif sera de recruter une centaine de modérateurs d'ici quelques semaines et de se concentrer en particulier sur les abus sexuels des mineurs qui cristallisent bon nombre de tensions chez les élus américains. L'affaire des deepfakes de Taylor Swift, dont les échos ont résonné jusque dans l'enceinte de la Maison-Blanche, a sans doute précipité les choses. Selon le directeur des opérations de X, Joe Bernarok, les violations des règles du réseau social feront désormais l'objet de sanctions plus sévères. Bien décidé à se racheter une image publique, l'entreprise a fermement rappelé, et je cite, X n'a pas d'activité axée sur les enfants, mais il est important que nous fassions ces investissements pour empêcher les délinquants d'utiliser notre plateforme pour tout type de distribution ou d'engagement avec des contenus révélant des abus sexuels sur mineurs. Rappelons qu'au moment du rachat de Twitter par M. Musk, le milliardaire avait licencié une bonne partie de ses modérateurs. L'entreprise assure en employer toujours 2000 via son propre nom ou des sous-traitants. Le patron de la plateforme fondée par Jack Dorsey avait aussi levé les sanctions de plusieurs personnalités connues pour leurs discours problématiques, notamment Donald Trump, who's that, en clamant haut et fort sa volonté de promouvoir une liberté d'expression totale et absolue. Cette prise de conscience soudaine s'offre un timing parfait. Demain, une audition sénatoriale attendue de longue date intitulée « Les géants de la tech et la crise des abus sexuels contre les mineurs en ligne ». Le sujet est explicite et convoquera les responsables de plusieurs plateformes. Les dirigeants de Discord, Meta, Snap, TikTok et X sont attendus. Si Elon Musk ne devrait pas faire d'apparition, c'est la directrice générale Linda Yaccarino qui se chargera de représenter son entreprise. Après s'être dit, je cite, déterminé à rendre X inhospitalier pour les acteurs qui cherchent à exploiter les mineurs, bien l'entreprise a rappelé que les enfants de moins de 13 ans n'étaient officiellement pas autorisés sur X. Reste que l'interdiction est rarement respectée et que la présence de jeunes mineurs sur la plateforme constitue un secret de polichinelle tout juste crédible. Quant à la promesse de restreindre certaines activités aux mineurs, en les soumettant à des règles plus strictes et en interdisant l'affichage de publicité ciblée. En Europe aussi, la position de X inquiète. À la fin de l'année dernière, Bruxelles avait ouvert une enquête officielle contre X pour manquement présumé aux nouvelles règles européennes en matière de modération de contenu et de transparence. Il est notamment reproché à l'entreprise l'inefficacité des signalements et l'absence de modérateurs. Elon Musk veut des ouvriers prêts à sacrifier leur vie personnelle. Hein? Rien de moins. Tesla se prépare à un défi majeur dans la production d'un nouveau véhicule électrique abordable, moins de 25 000 US, destiné au très grand public. Ce véhicule surnommé Redwood est prévu pour entrer en production à la Gigafactory de Tesla au Texas,
dans la seconde moitié de 2025. Elon Musk, dont les promesses n'engagent que ceux qui y croient, n'a pas encore pu prédire le nombre de véhicules qui seront initialement produits. Il a souligné que la production nécessiterait une technologie de production et d'assemblage à nul autre pareille et affirme qu'une fois lancée, elle serait nettement supérieure à toute autre technologie existante. Mais M. Musk a averti que la fabrication de ce nouveau modèle nécessitera une implication extrême des employés qui devront vivre et dormir sur les lignes de production. Il ne faut pas parler de manger et de boire là-dedans. Ce n'est pas la première fois que Tesla adopte de telles mesures. Lors de la production de la Model 3 en 2017, des conditions similaires avaient été rapportées. Musk lui-même s'était vanté de dormir dans les locaux de Tesla lors de ces périodes intenses. Cette approche hardcore suscite des inquiétudes. Des problèmes de qualité ont été observés dans la production précédente de Tesla, notamment des soucis de finition extérieure et de suspension. Bien qu'il n'y ait pas de corrélation directe établie entre ces problèmes et le manque d'équilibre travail-vie personnelle chez Tesla, mais la coïncidence soulève pour le moins des questions sur le résultat fini. L'annonce de ce modèle bon marché intervient au moment où Tesla fait face à une concurrence croissante, notamment de la part de fabricants chinois comme BYD, on va en parler plus tard, récemment devenu le plus grand producteur mondial de véhicules électriques. L'objectif du constructeur vient répondre à la nécessité de rivaliser avec les voitures à essence moins chères et une gamme croissante de VE abordables, ce qui est une bonne nouvelle. La capacité de Tesla à respecter ses délais et ses objectifs de prix a été mise en doute à plusieurs reprises par le passé. Les modèles précédents, comme le Cybertruck, ont connu de nombreux retards et des prix de lancement bien plus élevés que prévu. La réussite de ce nouveau projet ressemble donc à un gros point d'interrogation, d'autant plus que la production en volume n'est pas attendue avant 2026. Le plus grand concurrent de Tesla lance une nouvelle batterie. BYD est le groupe chinois le plus dangereux pour Tesla. Ce n'est d'ailleurs pas par hasard que le géant américain de la voiture électrique s'en est fait dépasser en termes de vente par ce plus grand concurrent au cours du 4e trimestre 2023. De quoi reléguer Tesla à la seconde place du podium des constructeurs de voitures électriques. Mais saviez-vous que les deux entreprises coopèrent également? BYD fournit en effet des batteries très intéressantes à Tesla. On pense à celle qui permet à la Tesla Model Y de se recharger de 10 à 80% en 20 minutes seulement. Le géant chinois souhaite aller plus loin et vient de présenter, via sa filiale FinDreams, une nouvelle batterie encore plus impressionnante. À l'occasion de la cérémonie de lancement de la construction d'une nouvelle usine de batterie, BYD a profité pour dévoiler quelques informations sur cette nouvelle batterie via WeChat, qui est un utilitaire de chat en Chine. La vitesse de recharge serait très élevée puisqu'il est question de 10 minutes seulement pour récupérer 400 km d'autonomie. Attention toutefois, puisqu'il s'agit de l'autonomie sur le cycle d'homologation chinois, le CLTC. En Europe, il faudrait plutôt tabler sur environ 350 km. À titre de comparaison, la Tesla Model Y équipée de la batterie BYD récupère environ 180 km d'autonomie en 10 minutes. La nouvelle batterie permettrait donc de quasiment diviser par 2 le temps de recharge. Le groupe chinois nous dit également que 20 minutes de recharge permettrait de rouler ensuite pendant 4 heures de route sans avoir besoin de charger à nouveau. La vitesse moyenne sur les routes en Chine est plus faible qu'en Europe, mais rouler 4 heures sans s'arrêter pour recharger est toutefois une très belle promesse, même si certaines voitures électriques dotées d'immenses batteries peuvent se targuer de réussir cet exercice avec brio. Pour la durée de vie, BYD annonce plus de 15 000 cycles de décharge-recharge, sûrement avec la chimie LFP, de quoi dépasser largement le million de kilomètres parcourus sans avoir à changer l'accumulateur. En plein hiver, par moins 20 degrés Celsius, la recharge rapide sera toujours de la partie, un tout petit peu plus lente avec 30 minutes annoncées, de quoi tordre le cou aux idées reçues prétendant qu'il est impossible de recharger rapidement une voiture électrique l'hiver. On n'a pas encore toutes les informations sur cette nouvelle batterie, notamment son arrivée dans les véhicules de série. Les premières rumeurs annoncent une intégration au sein de la BYD Yangwang U7, la future berline haut de gamme de la marque. Elle serait équipée d'un accumulateur d'une capacité de 135,5 kWh. Est-ce qu'on la retrouvera également à terme dans les futures voitures électriques de Tesla? Eh bien, c'est bien probable.
Interdiction de smartphone dans une ville française. Hey, c'est quand même assez radical. Petit comme grand, nous sommes tous surexposés aux écrans. Pour beaucoup, il est impensable de sortir de chez soi sans prendre son téléphone. Que cela soit dans la rue, dans les commerces ou même dans les salles obscures, le smartphone n'est jamais bien loin, comme une extension de la main. Ce week-end, la ville de Seine-Port a interrogé ses habitants à l'aide d'un référendum municipal. Les habitants ont pu se prononcer sur l'interdiction des smartphones dans l'espace public. Sur 2000 riverains, 300 ont pris la peine de se rendre dans les bureaux de vote. Avec 146 oui et 126 non, soit 54% des voix, eh bien les portait était majoritairement en faveur de l'interdiction des smartphones dans les rues et la création d'une charte communale pour un bon usage des écrans. Si les habitants ont conscience de l'impact des écrans dans leur quotidien, eh bien les opposants au référendum ne voient pas forcément cette interdiction d'un bon œil. Certains jeunes reprochent qu'il n'y a rien d'autre à faire à Seine-Port. Au lieu d'interdire, il faudrait plutôt responsabiliser les citoyens. Effectivement, malgré tout, l'omniprésence des écrans et particulièrement des smartphones est alarmante, notamment chez les plus jeunes qui sont de plus en plus victimes de la maladie des écrans. Cette dernière entraînerait un retard de développement de motricité et du langage, ainsi que de gros déficits de l'attention chez les enfants. Cette charte des écrans a pour but de pousser les habitants à lever les yeux de leur téléphone et à faire des activités sans être collés à un écran. Dans ce sens, la ville s'est engagée à créer un nouvel espace sportif ainsi qu'un ciné-club. Les collégiens recevront même un simple téléphone à roulette si les parents ne leur offrent pas un smartphone avant le lycée. Mais avec ce référendum, la ville de Seine-Port fait plus dans la symbolique que dans le punitif. Effectivement, si vous ne respectez pas l'interdiction de téléphone dans les rues, vous n'écoperez d'aucune sanction. La municipalité comptera donc sur la bonne foi de ses habitants pour appliquer cette décision. Reste à voir si les riverains joueront le jeu ou pas. Cet implant cérébral détecte et neutralise les crises d'épilepsie et les TOC. Quand même. Amber Person. C'est une femme de 34 ans originaire de l'Oregon qui est devenue la patiente pionnière d'un traitement médical révolutionnaire consistant en un implant cérébral absolument unique en son genre. Cet implant, un appareil de stimulation cérébrale profonde, a pu traiter simultanément les crises d'épilepsie d'Amber ainsi que les symptômes de son trouble obsessionnel compulsif, son TOC. Les améliorations notables de son état ont motivé la communauté scientifique à entreprendre des recherches plus larges sur l'application de cette technologie. Le récit du parcours médical de Person a été décrit dans une étude de cas rapportée en octobre par l'Oregon Health and Science University dans la revue Neuron. Malgré une intervention chirurgicale en 2018 afin d'exciser les tissus cérébraux liés à ses convulsions, Person a continué à rencontrer des problèmes d'épilepsie. La patiente a donc fini par opter pour la neurostimulation réactive, une variante de stimulation cérébrale profonde dont le fonctionnement ressemble à un stimulateur cardiaque qui permet de détecter et de neutraliser une activité cérébrale anormale. Après des recherches personnelles, Person a proposé à l'équipe de l'OHSU une nouvelle application de l'appareil permettant de gérer également son TOC. Une suggestion que son équipe médicale ainsi que les collaborateurs de l'UCLA et de l'Université de Stanford et l'Université de Pennsylvanie ont concrétisé en personnalisant l'appareil afin que le RNS réagisse aussi bien aux activités cérébrales liées au TOC que celles relatives aux crises d'épilepsie. L'opération a été un succès. Le neurostimulateur implanté dans le cerveau d'Amber Person a considérablement atténué les symptômes de son TOC et de ses crises d'épilepsie. L'équipe de l'OHSU travaille désormais sur la façon d'étendre les fonctionnalités de l'implant neurostimulateur afin de traiter d'autres troubles obsessionnels compulsifs. Bravo! Alors, j'espère que vous appréciez le format et le contenu de l'émission. Si vous avez des suggestions d'actualité, des commentaires, vous voulez m'envoyer un message audio ou simplement me payer un café, eh bien, c'est très simple. Vous trouverez tous les liens sur linktr.ee/audiophile. Il y a même une section nommée Docu, le rendez-vous tech d'Audiophile intégral avec l'ensemble des références web ou liens URL. Et je vous remercie de m'avoir prêté vos oreilles pendant l'écoute de cet épisode.
Et c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le contenu de l'épisode, mes chers auditeurs et auditrices. Et simplement, sans faire de flafli-flafla, je vous donne simplement rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode du Rendez-vous Tech d'Audiophile. Je vous donne rendez-vous pour un rendez-vous. Il faut que je vous revoie cette phrase-là. J'en peux plus. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.